Depuis la terrasse de sa demeure coloniale, Don Patricio Mason contemplait les terres qui s'étendaient à perte de vue, des milliers d'hectares qui faisaient de lui l'un des hommes les plus riches et les plus redoutés de la région. Ses bottes de cuir italien ne touchaient jamais le sol boueux des écuries, tout comme son regard ne s'attardait jamais sur les visages en sueur des ouvriers travaillant sous un soleil de plomb. « Rodrigo » cria-t-il au contremaître, sans même regarder dans la direction de l'homme qui courait vers lui. La jument Esperanza a mis bas. « Oui, patron » répondit Rodrigo Garcia en enlevant son chapeau trempé de sueur et en baissant les yeux, « mais il y a un problème. » Mason descendit l'escalier de marbre d'un pas lourd, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans l'écurie principale. Un cercle d'ouvriers s'était formé autour de l'écurie, une odeur de paille humide et de sang flottait dans l'air étouffant. Là, sur un tas d'écume tachée, une jument baille haletait en léchant quelque chose de petit et immobile à ses pieds. « Qu'est-ce que c'est » Mason cracha ces mots comme du poison en voyant le poulain nouveau-né. La créature était une version déformée de ce à quoi un cheval devrait ressembler, ses pattes arrière étaient disproportionnelles petites, sa poitrine creuse, et une tache blanche irrégulière couvrait la moitié de son visage, tel un masque asymétrique. Ses yeux, cependant, brillaient d'une vie obstinée qui contrastait avec sa silhouette fragile. « Il est malade, patron » murmura Rodrigo. « Ses jambes ne grandiront pas correctement, et regardez cette déformation sur son torse. » Mason faisait le tour du pâté de maison tel un juge jugeant un criminel. Les autres hommes Carlos, Miguel, Antonio et au moins une douzaine d'ouvriers attendaient en silence. Ils savaient tous que lorsque Don Patricio prenait une décision, elle était définitive et incontestable. « Jette ça, ça fera plus de dégâts que de viande », déclara-t-il finalement en s'essuyant les mains avec un mouchoir comme s'il avait touché quelque chose de sale. « Et fais sortir la jument d'ici, je ne veux pas qu'elle s'habitue à ça. » Les hommes riaient nerveusement, certains secouant la tête en signe d'approbation. Carlos Mendoza, le plus jeune du groupe, fit une remarque cruelle qui déclencha le rire des autres. « Même les coyotes ne vont pas vouloir ça, hein, les gars ? Assez perdu de temps. » Mason frappa du poing contre le bois de l'écurie. « Rodrigo, tu sais ce qu'il faut faire, et je veux que ça disparaisse de ma vue avant le dîner. » C'est alors qu'une voix basse et rauque fendit l'air comme une lame. « Attendez !» Tout le monde se retourna. Dans le coin le plus sombre de l'écurie, appuyé sur un vieux balai, se tenait un homme qui semblait surgir de l'ombre. Il était petit et mince, avec des cheveux gris tressés dans le dos. Sa peau était marquée par le soleil et le temps, et ses yeux sombres brillaient avec une intensité qui fit détourner le regard. « Et qui es-tu pour donner des ordres ici, mon vieux » murmura Carlos, provoquant les rires. L'homme ne répondit pas. Il travaillait dans ce ranch depuis 15 ans, nettoyant les écuries, réparant les clôtures cassées et effectuant les tâches que personne ne voulait faire. Il s'appelait Santiago Aguirre, mais tout le monde l'appelait simplement « l'Apache », une allusion cruelle à ses origines indigènes, qu'il ne reniait jamais. « Santiago », la voix de Mason trancha l'air comme un coup de fouet, « retourne à ton travail. Ce ne sont pas tes affaires. » Mais Santiago s'était déjà avancé d'un pas lent et déterminé. Il s'approcha de l'écurie, les autres hommes s'éloignèrent instinctivement, comme si sa présence portait en elle quelque chose qu'ils ne pouvaient comprendre. « S'il vous plaît, patron » dit-il en regardant enfin Mason dans les yeux, « laissez-moi le garder. »« Mais pourquoi diable veux-tu ces trucs ?» Mason fronça les sourcils, sincèrement perplexe. Santiago s'agenouilla près du poulain. Ses mains calleuses, étonnamment douces, touchèrent la poitrine fragile de l'animal. Pendant un instant qui sembla une éternité, il resta immobile, comme s'il écoutait quelque chose que les autres ne pouvaient entendre. « Tant qu'il y a du feu, il y a de l'esprit » murmura-t-il dans un mélange d'espagnol et de quelque chose de plus ancien, une langue qui portait le poids des générations perdues. Le poulain ouvrit les yeux et regarda Santiago droit dans les yeux. À cet instant, quelque chose passa entre eux, une reconnaissance, une promesse silencieuse qui fit sourire le vieil Apache pour la première fois depuis des années. « D'accord » marqua une pause. « Prends-le, mais quand il mourra, et il mourra, je veux que tu enterres sa dépouille loin d'ici, et ne me fasses plus perdre mon temps avec ça. »
Les ouvriers agricoles commencèrent à se disperser, murmurant entre eux, certains pariaient cruellement sur le nombre de jours de survie du poulain. Carlos Mendoza s'arrêta près de Santiago et murmura. « Cet animal sera mort avant dimanche, vieux fou, et tu finiras dans ta propre tombe à t'occuper de cette chose. » Santiago ne répondit pas. Avec une extrême précaution, il prit le poulain dans ses bras. L'animal était plus léger qu'il n'aurait dû l'être, et Santiago sentait chaque os à travers sa peau fine. Mais il ressentait aussi autre chose, un cœur qui battait avec une détermination farouche, une volonté de vivre qui défiait toute attente. « Viens, petite guerrière, » murmura-t-elle en se dirigeant vers le fond de la propriété. « On va te trouver un endroit où combattre. » La jument Esperanza hennit doucement en voyant son fils emmener, mais deux ouvriers agricoles la tiraient déjà vers une autre écurie. Santiago s'arrêta et regarda une dernière fois derrière lui. « Ne t'inquiète pas, maman, dit-il, comme si la jument comprenait. Il te reverra, je te le promets. » Au fond du ranch de Los Alamos, caché derrière une forêt de chênes centenaires, se dressait un hangar oublié par le temps. Ses murs en bois étaient délavés et certaines planches manquaient, laissant filtrer les rayons du soleil à travers les fissures, tels des doigts d'or. C'est ici que Santiago gardait ses rares biens, une couverture apache tissée par sa grand-mère, quelques livres espagnols qu'il avait trouvés abandonnés et des herbes médicinales qu'il avait récoltées dans les collines lointaines. « Il sera en sécurité ici, » murmura-t-il en préparant un nid de paille propre dans le coin le plus protégé du hangar. Pendant que le poulain se reposait, Santiago alluma un petit feu et commença à préparer un mélange d'herbes que sa grand-mère lui avait appris des décennies plus tôt. Le parfum de la sauge et d'autres plantes médicinales emplissait l'air, créant une atmosphère presque sacrée dans cet espace oublié. « Ma grand-mère m'a appris que tous les êtres ont un but, » dit Santiago au poulain, qui avait ouvert les yeux et l'observait avec curiosité, même ceux que les autres considèrent comme brisés. Dehors, le vent de la nuit commença à souffler à travers les chênes, créant une symphonie chuchotée qui berça les premiers rêves de cet enfant qui était né rejeté, mais qui avait finalement trouvé quelqu'un qui croyait en sa lumière intérieure. Santiago sourit en regardant le poulain et le feu crépiter devant lui. Sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec une respiration régulière serait un long chemin à parcourir. Il le savait, mais quelque chose au fond de lui, la même sagesse ancestrale qui l'avait guidé à travers une vie de solitude et de dur labeur, lui disait que ce petit cheval était destiné à quelque chose de plus grand. « Demain, on commence vraiment, ma petite, » murmura-t-il. « Ce soir, repose-toi et reprends des forces. » Et, tandis que les étoiles s'illuminaient dans le ciel du Texas, dans le hangar oublié au pied des Alamos, une amitié naquit qui allait non seulement changer de vie, mais aussi le destin de tous les habitants de ce ranch qui avaient appris à se défaire de ce qu'ils ne comprenaient pas. Le poulain ferma enfin les yeux, sain et sauf. Santiago resta éveillé toute la nuit, entretenant le feu et murmurant des histoires anciennes dans une langue porteuse de la sagesse de son peuple, des histoires de chevaux spirituels qui traversaient les rêves des guerriers, qui trouvaient la force dans une apparente faiblesse, et comment parfois les rejetés deviennent des sauveurs. À l'aube, lorsque les premiers rayons de soleil percèrent les fissures du hangar, Santiago comprit que sa vie avait changé à jamais. Au plus profond de son cœur apache, une voix ancestrale murmura un nom dont il ignorait encore la perfection, Uyaka, celui qui renaît. Les semaines qui suivirent furent une danse délicate entre la vie et la mort. Santiago se réveilla avant l'aube, alors que la rosée caressait encore l'herbe et que le monde demeurait silencieux. Ses pas silencieux le conduisirent jusqu'au hangar oublié, où Uyaka, un nom qu'il avait murmuré pour la première fois par une nuit de pleine lune l'attendait, les yeux brillant de plus en plus fort. « Bonjour, petit guerrier », murmurait Santiago chaque matin, agenouillé près du poulain. « Comment vas-tu aujourd'hui » La réponse venait toujours du frémissement de ses petites oreilles attentives, de la façon dont Uyaka tendait le cou pour trouver le doux contact des mains calleuses de Santiago. Jour après jour, l'Apache préparait des mélanges d'herbes qu'il avait appris de sa grand-mère Maria Elena Aguirre, guérisseuse respectée dans sa tribu avant que la vie ne les disperse aux quatre vents. « Regardez » dit Santiago en brandissant une feuille vert foncé. « C'est de la menthe, ma grand-mère disait que ça guérissait les poumons faibles. » Il écrasa les feuilles entre ses doigts, libérant un arôme frais et pénétrant. « Et ceci,
poursuivit-il en brandissant de petites fleurs violettes, rendra votre cœur aussi fort que celui d'un mustang sauvage. Santiago prépara des infusions chaudes qu'il offrit au poulain avec une patience infinie. Devant le refus de Uyaka, il chanta des chants anciens en kota, la langue que sa grand-mère avait insisté pour qu'il apprenne, même si le monde blanc qui l'entourait tentait de l'effacer de sa mémoire. Vakantanka, grand esprit, regarde ce petit qui peine à trouver son chemin, donne-lui la force de courir avec le vent de ses ancêtres. Il y avait des jours où Uyaka pouvait à peine se tenir debout, ses pattes arrière tremblaient sous le poids de son propre corps, et Santiago passait des heures à masser ses muscles avec des huiles à base de plantes médicinales. Certaines nuits, lorsque la fièvre attaquait le petit cheval, Santiago ne dormait pas, il s'asseyait à ses côtés, humidifiant des linges avec de l'eau fraîche et racontant des histoires de chevaux spirituels galopant dans les rêves des guerriers. Tout cela, bien sûr, le laissa encore plus épuisé, la cible des moqueries des autres ouvriers agricoles, qui disaient que cela ne ferait que le faire virer. Dans mon village, murmura Santiago lors d'une de ces nuits difficiles, il y avait un cheval qui était né sans pattes. Tout le monde disait qu'il ne servirait à rien, mais ce cheval est devenu le plus rapide de tous. Sais-tu pourquoi, Uyaka? Il ouvrit ses yeux fiévreux et sembla écouter, car il avait appris à courir avec son cœur, pas seulement avec ses jambes. Au fil des mois, un phénomène extraordinaire se produisit, les jambes de Uyaka, nées faibles et disproportionnées, commencèrent à se renforcer. Elles n'atteignirent pas une taille normale où elles ne le feraient jamais, mais elles développèrent une force et une souplesse qui défiaient les apparences. Sa poitrine autrefois creuse se dota de muscles solides, la tache blanche irrégulière sur son visage, qui avait autrefois semblé une difformité, lui conférait désormais une apparence noble et distinctive, telle une marque de guerre sacrée. Santiago observait chaque changement, les yeux brillants de fierté et d'émerveillement. Le matin, il commença à promener Uyaka autour de l'écurie. Au début, le poulain vacillait et devait s'arrêter tous les 2 ou 3 pas, mais Santiago ne manifesta jamais d'impatience. « Rien ne presse, mon frère, dit-il d'un ton apaisant. Les arbres les plus robustes poussent lentement. » Carlos Mendoza et les autres ouvriers passaient parfois devant le hangar et se moquaient. « Regardez ce vieux fou parler à son cheval mourant, » criait Carlos. « Combien de temps vas-tu encore perdre avec cette chose, Apache ?» Santiago ne répondit pas, il continua simplement son travail, avec un dévouement sans faille. Mais Uyaka commença à réagir étrangement à ses provocations, ses oreilles se dressèrent, sa posture se redressa, et une lueur féroce brilla dans ses yeux, comme s'il mémorisait chaque mot, chaque rire cruel. À 6 mois, Uyaka non seulement marchait d'un pas assuré, mais commençait à trotter. À 8 mois, Santiago put le monter pour la première fois. C'était un moment qu'ils attendaient tous deux. Santiago se prépara soigneusement, murmurant des mots d'encouragement, et lorsqu'il s'assit enfin sur le dos de Uyaka, ils restèrent tous deux immobiles pendant de longues minutes, ressentant le lien profond qui s'était créé entre eux. « Maintenant, nous ne faisons plus qu'un, » murmura Santiago. « Ton esprit et le mien cohabitent. » C'était un après-midi de septembre, lorsque des nuages sombres commencèrent à s'amonceler à l'horizon, telles des armées ténébreuses. Santiago sentit le changement dans l'air, sa peau d'Apache, à l'écoute des rythmes de la nature, reconnut les signes annonciateurs d'une violente tempête. « Une tempête approche, Uyaka, » dit-il en caressant son cou désormais musclé. « Du cheval, nous ferions mieux de rester ici jusqu'à ce que ça passe. » Mais le destin en avait d'autres plans. Le cri désespéré de Rodrigo Garcia fendit l'air comme un éclair. El Conquistador s'échappa. Santiago et Uyaka sortirent du hangar et virent le chaos régner sur le ranch principal. El Conquistador, le taureau reproducteur le plus précieux de Los Alamos, une bête de près d'1 tonne valant plus que ce que la plupart des hommes gagnaient en toute une vie, avait franchi sa clôture au premier vent de la tempête. Don Patricio Mason était au cœur du tumulte, hurlant des ordres qui se perdirent dans le vent qui se levait. « Rodrigo, Carlos, ce taureau vaut mieux que vos misérables vies. S'il lui arrive malheur, je jure devant Dieu que vous le paierez de votre travail. » Une douzaine d'hommes, montés sur leurs meilleurs chevaux, s'étaient déjà lancés à leur poursuite. Santiago les regarda disparaître vers les collines rocheuses qui se terminaient dans le redoutable canyon des Larmes,
une gorge de 40 mètres de profondeur qui avait englouti plus d'un animal effrayé au fil des ans. « Allons-y, Wiyaka, » murmura Santiago, mais pas pour suivre le taureau comme les autres. Quelque chose dans son sang apache, une intuition ancestrale, lui disait de prendre un autre chemin. Il chevaucha dans la direction opposée, sur des sentiers qu'il connaissait depuis ses premières années au ranch, des sentiers oubliés, empruntés uniquement par les animaux sauvages et par le vieil apache lors de ses randonnées solitaires. Wiyaka se déplaçait avec une grâce et une assurance qui surprirent même Santiago. Ses jambes, auparavant considérées comme trop faibles pour supporter son poids, le portaient désormais avec une vitesse et une agilité extraordinaires. Le vent hurlait autour d'eux lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet du canyon. Tout en bas, Santiago pouvait voir la scène qu'il redoutait tant, le conquistador, le regard hagard de terreur, courait aveuglément vers le bord de la falaise. Derrière lui, des cow-boys criaient et agitaient des lassos, mais leurs chevaux étaient trop épuisés et effrayés par la tempête pour s'approcher du taureau enragé. « C'est là », fit remarquer Santiago. « C'est dangereux, mon frère. Es-tu prêt ?» Wiyaka hennit d'un son que Santiago avait appris à reconnaître comme une pure détermination. Ensemble, ils entamèrent l'impossible descente. Ce qui se passa ensuite allait entrer dans la légende de l'Hacienda Los Alamos, racontée sans cesse par les générations futures. Wiyaka descendit le sentier escarpé avec une assurance défiant les lois de la physique, ses jambes, façonnées par l'adversité, trouvèrent appui là où d'autres chevaux auraient glissé. Santiago, penché sur son cou, murmurait sans cesse des mots d'encouragement, « Calme-toi, mon frère. Fais confiance à tes jambes, fais confiance à ton cœur. » Lorsqu'ils débouchèrent enfin sur la plaine, le conquistador n'était plus qu'à 50 mètres du bord fatal de la gorge. Les autres vaqueros, cow-boys, s'étaient arrêtés, constatant l'impossibilité de l'atteindre à temps. C'est alors que Wiyaka fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix, sans l'intervention de Santiago, il accéléra comme jamais auparavant. Ce n'était pas seulement de la vitesse, c'était de la poésie en mouvement, chaque foulée, une démonstration de puissance maîtrisée. Ses pattes touchaient le sol avec une précision chirurgicale, esquivant pierres et trous de taupe qui auraient pu être mortels. En quelques secondes, il avait non seulement atteint le conquistador, mais l'avait encerclé grâce à une manœuvre qui témoignait d'une intelligence équine extraordinaire. Wiyaka se plaça entre le taureau et le précipice, le forçant à ralentir. Santiago, saisissant l'instant idéal, lança son lasso avec une précision qui le surprit lui-même. La corde toucha sa cible, et le conquistador, enfin maîtrisé, s'arrêta à quelques mètres d'une mort certaine. Le silence qui suivit ne fut troublé que par le vent de tempête et la respiration haletante des deux héroïques bêtes. Don Patricio Mason, arrivé au dernier moment sur son cheval arabe, descendit lentement de cheval. Ses yeux, habituellement glacés, brillaient d'une lueur inédite, un mélange de stupeur, de respect et de quelque chose de dangereusement proche de l'humilité. « D'où vient-il » murmura-t-il d'une voix rauque. Les autres cow-boys s'approchèrent en silence, leur visage exprimant la même stupéfaction. Carlos Mendoza, qui s'était moqué de Wiyaka tant de fois, ne pouvait détacher son regard du cheval qui venait de sauver la fortune du ranch. Santiago descendit lentement, les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'une émotion trop profonde pour être exprimée et de l'effort considérable qu'il avait fourni. Il caressa le cou moite de Wiyaka et, pour la première fois en 15 ans de travail dans ce ranch, regarda Don Patricio Mason droit dans les yeux. « Patron, » dit-il avec un sourire bienveillant, porteur de décennies de sagesse et de pardon pour ce que vous avez tous refusé de voir ce soir-là. Alors que la tempête s'éloignait enfin et que les étoiles émergeaient timidement des nuages qui s'éloignaient, quelque chose avait irrémédiablement changé à Los Alamos. Santiago n'avait plus à nettoyer les écuries seuls, les autres ouvriers agricoles, honteux de leur cécité passée, proposèrent leur aide. Carlos Mendoza s'approcha de lui après le dîner et, les yeux baissés, murmura « Pardonne-moi, Santiago, je ne savais pas, je n'ai pas compris. » Don Patricio Mason, de son côté, offrit à Santiago une nouvelle maison, une augmentation, tout ce qu'il voulait, mais le vieil apache secoua simplement la tête et dit doucement « Merci, patron, mais Wiyaka et moi sommes bien là où nous sommes. » Parfois, les plus grands trésors se trouvent dans les endroits les plus simples.
Ainsi, le cheval, né méprisé, rejeté et condamné à mort, devint l'âme de Los Alamos. Uyaka, le nouveau venu, avait non seulement trouvé sa place dans le monde, mais avait transformé le cœur de tous ceux qui l'entouraient. Santiago continuait à murmurer des histoires à son ami durant les nuits silencieuses, mais ces histoires étaient désormais des histoires de victoire, de seconde chance, et de comment l'amour et la patience peuvent transformer même le plus rejeté en quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque le vent soufflait dans les chênes entourant la vieille grange, il semblait porter en lui la voix ancestrale des esprits apaches, murmurant une vérité ancestrale. Parfois, ceux que le monde rejette sont précisément ceux que Dieu a envoyés pour sauver tous les hommes. Au ranch Los Alamos, ils avaient appris cette leçon de la manière la plus puissante possible, grâce au cœur courageux d'un cheval nommé Uyaka et à la sagesse tranquille d'un homme qui n'avait jamais perdu foi dans le pouvoir de la rédemption. Le coucher de soleil baignait le ranch de Los Alamos lorsque la petite Elena Garcia, la fille de Rodrigo, courut vers la grange qui n'était plus oubliée. À son âge, elle avait grandi en écoutant des histoires à son sujet. Le cheval miraculeux et le vieux sage. Apache, grand-père Santiago, cria-t-il, utilisant le surnom affectueux que lui donnaient tous les enfants du ranch. Maintenant, raconte l'histoire de Uyaka. Santiago sourit, ses rides se creusèrent, ses yeux brillaient de la même sagesse sereine. À côté d'elle, Uyaka, maintenant âgé de 7 ans et respecté de tous comme le meilleur cheval de travail de la région, baissait la tête pour recevoir les caresses de la jeune fille. Encore une fois, mon petit, demanda Santiago, assis sur le banc en bois que Don Patricio avait spécialement construit pour lui. Je t'ai raconté cette histoire 1000 fois, mais je ne m'en lasse jamais, dit Elena en grimpant sur les genoux du vieil Apache. Je veux être comme Akaka quand je serai grand, même si d'autres disent que je n'en suis pas capable. Santiago serra la fille dans ses bras et regarda vers l'horizon, où d'autres poulains couraient librement dans les champs. 3 d'entre eux étaient les fils de Uyaka, tous en bonne santé, tous appréciés dès la naissance. Devine quoi, gamin, murmura Santiago. L'histoire de Uyaka n'est pas terminée. Chaque jour, quelqu'un lui donne une seconde chance, chaque fois que quelqu'un voit de la valeur là où d'autres voient des défauts, l'histoire continue. Don Patricio Mason, qui visitait désormais fréquemment l'écurie pour demander conseil à Santiago au sujet des chevaux, s'approcha en silence. Son arrogance avait été remplacée par une humilité authentique qui surprenait tous ceux qui l'avaient rencontré auparavant. Santiago, dit-il respectueusement, les acheteurs du Mexique sont arrivés, ils veulent voir Uyaka. Ils offrent encore une fortune pour lui. Santiago caressa le cou de son ami et sourit. Dites-leur que Uyaka n'est pas à vendre, patron. Il n'a jamais été à vendre. Certains trésors ne s'achètent pas, ils se gagnent avec le cœur. Cette nuit-là, alors que les étoiles s'illuminaient au-dessus des peupliers, Santiago murmura à Uyaka comme il le faisait toujours. Merci, frère, de nous avoir appris que la vraie force ne vient pas de la perfection, mais du fait de ne jamais abandonner. Uyaka hennit doucement, comme s'il comprenait que sa plus grande victoire n'avait pas été de sauver un taureau ou de gagner le respect de tous, sa plus grande victoire avait été de prouver que chaque être, aussi imparfait soit-il, porte en lui le potentiel de devenir extraordinaire. Au ranch Los Alamos, cette leçon perdurera à jamais. Parfois, ceux qui sont nés différents ne sont pas brisés, ils sont censés nous apprendre ce que signifie vraiment être entier. Si vous êtes fan de nos histoires, préparez-vous à une expérience encore plus spéciale. Nous lançons un livre exclusif contenant des histoires passionnantes et inédites que vous ne trouverez qu'ici. Ne manquez pas cette occasion unique de vous plonger dans cet univers fascinant. Le lien pour acheter l'e-book se trouve dans les commentaires. Dépêchez-vous et réservez le vôtre.